Eh bien, on va attaquer avec quelques minutes de retard. Bonjour à tous et bienvenue à cette 30e édition de Patrimonia. Donc 30e édition, évidemment, c'est un événement historique, un événement anniversaire. C'est historique à plusieurs titres déjà. Pour la première fois, nous sommes placés sous le parrainage du ministère de l'Économie et des Finances. Et puis cette année, pour la première fois aussi, nous accueillons 380 partenaires exposants et je les en remercie. Et nous attendons 8300 participants, dont certains sont encore bloqués dans les bouchons, je le sais, mais tout le monde arrive. Et puis enfin, parce que ça témoigne, cette 30e édition aussi, de l'évolution du métier, de la profession de CGP. Et c'est vrai que Patrimonia en est le reflet. Vous êtes tous des acteurs de cette profession que j'ai découvert moi, depuis simplement maintenant 3 ans. Et j'en suis très honorée. J'ai trouvé un secteur très dynamique avec beaucoup d'innovation et surtout beaucoup de contacts humains. Et vous êtes tous là aujourd'hui pour le démontrer. Donc merci à vous d'être là, encore si nombreux aujourd'hui. Et puis donc, je vais aussi effectivement remercier bien sûr notre comité d'experts. Je passerai la parole à évidemment nos présidents d'associations partenaires historiques aussi de Patrimonia. On a chaque année, vous le savez, on réalise un sondage auprès des Français qui témoigne justement de l'évolution de ce métier de CGP. On a encore du chemin, et tant mieux, et de l'avenir surtout, comme en témoignent effectivement les résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et chaque année, ils font de plus en plus confiance à vous, CGP, mais il en reste encore beaucoup à convaincre, donc ça témoigne de l'avenir de cette profession. Aujourd'hui, donc, le thème fil rouge conducteur qu'on a défini avec notre comité d'experts, c'est le conseil, plus que jamais indispensable dans ce monde en mouvement. Et donc c'est vrai que pour ça, je voudrais effectivement remercier nos 4 présidents, et je vais les appeler sur scène, pour qu'ils puissent témoigner aussi de leur engagement auprès de Patrimonia, mais également de la profession. Ils le font chaque jour à vos côtés. Et donc malheureusement, on attendait David Charlet, il est coincé dans les bouchons lui aussi, donc je vais commencer par Stéphane Franthuse, donc, qui est président de la CNCEF. On peut l'applaudir. Je vais ensuite appeler Philippe Feuille, qui est le président de la compagnie des CGP. Et on peut l'applaudir aussi. Et ensuite, Julien Serraki, président de la CNCGP La Chambre. Merci à vous d'être là. Merci à vous de nous accompagner depuis presque 30 ans, mais c'est la 30e, c'est pas les 30 ans. Et je vais donc laisser la parole à Stéphane pour effectivement nous parler un petit peu de sa relation avec Patrimonia, qu'il connaît depuis plus longtemps que moi maintenant. Bonjour à tous. Alors un petit mot sur Patrimonia pour cette 30e édition. Moi, quand je pense à Patrimonia, ça va vous surprendre, je pense à un café serré. Un café serré, et parce qu'on dit qu'un bon café doit être noir comme l'enfer. Et vous l'aurez remarqué, Patrimonia en général, c'est noir de monde. C'est plein d'exposants. Avant, il y avait un hall, maintenant il y en a 2. On se bouscule dans les allées. On court pour aller d'un atelier à un autre. Donc c'est vraiment l'enfer. Mais par ailleurs, on dit aussi que, c'est Alphonse Allais qui disait que le café n'endort que ceux qui n'en boivent pas. Et je pense que Patrimonia, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que les CGP qui n'y viennent pas s'endorment peut-être. Et puis un dernier mot d'un humoriste qui disait tous les matins, j'amène le café au lit à mon épouse. Il lui reste à le moudre. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, c'est pareil. Patrimonia, tous les ans, nous amène cette série, cette matière première de partenaires, de conférences, d'ateliers, de rencontres. Je crois qu'il nous appartient à chacun d'entre nous de moudre cette matière première pour en faire, je dirais, pour en sortir tout l'arôme. Donc vous l'aurez compris, en un mot, Patrimonia, c'est pour moi un concentré de saveurs, un événement incontournable à consommer sans modération. Bon salon à tous. Merci beaucoup. Il faudra prendre beaucoup de café, hein, du coup. Alors moi j'ai pris mon café ce matin très tôt, donc effectivement Stéphane, je suis en forme. Je pense à une personne qui un jour m'a dit Philippe, tu vas voir, on va réussir le coup. Et c'était Jean-Marc Bourmont. Et je voudrais que effectivement on puisse rendre hommage à Jean-Marc, qui effectivement a défendu dès le départ notre profession, a su mettre en avant, a su réunir dans un esprit qui est lui, c'est-à-dire la dimension humaine. Donc je crois qu'avant toute chose,
il faut rappeler sur des fondamentaux humains, et Jean-Marc en fait partie, et je crois que nous pouvons tous l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, il n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Bien sûr, mais c'est gentil, effectivement, d'y penser parce qu'il nous manque beaucoup. Voilà, absolument. Ceci étant, nous avons une profession qui est une belle profession. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que, je le dis régulièrement, que le millefeuille administratif soit en permanence en train de rajouter un peu plus. Alors, on est pour le conseil, nous sommes pour la transparence, les associations se battent beaucoup, mais il ne faudrait pas non plus que, pour des excès de zèle à différents niveaux, on se retrouve dans une profession qui soit bloquée par tout un tas de paramètres réglementaires qui n'en finissent pas. Alors, oui, pour l'éducation auprès de nos clients, oui, pour un esprit pédagogique, oui, pour des formations et une profession qualitative, mais il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin, parce que je trouve que ça serait dommage. Nous avons des tas de choses qui vont se passer. Nous sommes en mouvement. Annelise, vous étiez en train de le dire. L'intelligence artificielle arrive. Il faut travailler avec et pas contre. Mais par contre, notre métier est avant tout basé sur la dimension humaine, la proximité, l'accompagnement. Il ne faut pas l'oublier. Et il ne faudrait pas que ça soit détruit par des sachants ou bien pensants qui pensent qu'effectivement, toujours plus de réglementation, c'est un plus. Voilà. Donc, bon salon à vous tous et au plaisir de vous rencontrer dans les allées. Merci beaucoup, Philippe. Ah David. J'ai tout eu ce matin. Bonjour, pardon. Donc, du coup, je vais te laisser effectivement, toi aussi, expliquer quel est ton lien avec Patrimonia, parce que tu le connais mieux que moi. En quelques mots, est-ce que tu as effectivement un message à passer? Un message à passer, c'est un anniversaire. Donc c'est toujours quelque chose qui se fête. Puis c'est le grand salon de nos métiers. Donc je pense que ça, c'est devenu absolument indiscutable. Voilà, ça c'est le principal message. Profitez de ce moment. Tous les métiers n'ont pas ça, je le dis souvent. Tous les métiers n'ont pas cette espèce de grand-messe du métier une fois par an. Et bah, il n'y a qu'à regarder le off. Je pense que le off montre bien le succès du pas off. Du salon. Donc, profitez de ce 30e anniversaire tous et bon salon, enfin bon Patrimonia. Merci beaucoup, David. Et pour finir, pour marquer l'essai, puisque période de rugby oblige, je vais laisser la parole à Julien. C'est la 30e édition, moi c'est mon 20e Patrimonia. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Alors je me souviens quand j'arrivais à Patrimonia, jeune CGP, j'ai un peu tout connu, c'est-à-dire que c'est là où on fait ces relations, ces premières relations avec ses partenaires, où on discute avec ses confrères, où on entend parler de produits alors qui semblent exotiques au début, de produits structurés. Moi je ne savais pas ce que c'était il y a 20 ans, produits structurés, de private equity. C'est là qu'on voit voler pour la première fois une Harley Davidson, pour ceux qui s'en souviennent. Donc à Patrimonia, effectivement, quand on est un jeune CGP, on a les yeux au début qui s'écarquillent. On se dit c'est incroyable. Alors il n'y avait pas 380 stands comme aujourd'hui à l'époque à Nice, mais il y avait quand même déjà beaucoup de stands et c'était déjà extrêmement intéressant de venir. Et puis, avec les années, on continue à revenir. On connaît tout le monde, mais ça n'empêche que c'est toujours là qu'on voit le pouls du métier. C'est-à-dire qu'on voit les nouveaux produits, qu'on voit les nouvelles tendances, qu'on voit depuis quelques années les nouveaux logiciels, et Philippe a parlé d'intelligence artificielle, et donc on voit tous les mouvements de notre métier, et qu'on voit que Patrimonia devient d'une année sur l'autre un événement de plus en plus important, parce que le métier de CGP devient d'une année sur l'autre un métier de plus en plus important. Je le rappelle toujours, vos cabinets de CGP ont tendance à croître 2 à 3 fois plus vite que le marché de l'épargne. Ayez conscience de ça en permanence. C'est-à-dire que vous prenez des parts de marché aux autres acteurs du marché de l'épargne. Et donc l'avenir, c'est nous. Et donc je conclurai que l'avenir, c'est donc également Patrimonia. Ah, merci beaucoup. Donc merci à vous quatre de nous avoir accompagnés. Et puis sans tarder, parce qu'effectivement l'heure tourne, je vais laisser la parole du coup à notre conférence inaugurale. On va effectivement accueillir plusieurs invités prestigieux pour parler de la France et de l'Europe justement à l'épreuve des crises, notamment
Et pour ça, donc, je vais laisser la parole. Je vous invite aussi à vous... Voilà, le programme est dense, hein, il y a plus de 110 prises de parole, donc n'hésitez pas à consulter. On a mis plein d'outils à votre disposition. Regardez tout ça attentivement parce que c'est important de se tenir informé et vous venez beaucoup pour ça aussi. Mais bien sûr, surtout, profitez de cet événement pour échanger parce que c'est avant tout ce qui est le plus important. Et sans pas tarder, je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, on peut vous applaudir. Merci. Bonjour, bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici pour ce salon Patrimonia. On va parler de ce monde qui bouge. Vous voyez ces magnifiques map monde sur la scène. Alors notre conférence inaugurale, elle s'intitule « La France et son économie à l'épreuve des crises dans une Europe sous tension ». Vous voyez donc tout un programme. On va parler souveraineté, défense, transition énergétique, industrie nouvelle, etc. Et pour en parler, bien sûr, j'ai le plaisir d'appeler maintenant mes intervenants. Anaïs Voigelis, qui est docteur en géographie à l'Institut français de géopolitique. Merci de l'applaudir. Également parmi nous, Nicolas Bavret, économiste, historien. Votre dernier livre, Démocratie contre empire autoritaire, aux éditions de l'Observatoire, qui est paru cette année. Merci également d'applaudir Nicolas. Et puis nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous Pascal Boniface, qui est directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques à l'IRIS. Également donc un dernier livre qui vient de sortir, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, aux éditions Erol. Merci d'applaudir Pascal. Alors évidemment, vous pourrez avoir la parole. On va essayer, malgré le petit retard qu'on a pris au démarrage, de vous laisser intervenir. Donc vous pourrez poser vos questions à la fin de ce débat, bien évidemment. Alors on aura 3 parties dans ce débat. On va parler de ce basculement du monde. Vous le voyez aujourd'hui, on dit changement d'air. Regardez quels sont les gagnants et les perdants de ce basculement. Et puis bien sûr, on regardera comment l'Europe et la France sont aujourd'hui en première ligne, justement, face à toutes ces tensions. Mais justement, pas forcément en adéquation. Et puis, dans un troisième temps, on parlera du fait que cette réinvention des modèles, eh bien, elle nous oblige à nous questionner sur l'avenir. Et effectivement, vous aussi, chaque jour, vous vous questionnez sur la nouvelle façon d'exercer vos métiers. On parlera des atouts de la France, finalement, donc par rapport à ces modèles, à cette réinvention des modèles et comment on s'adapte à cette nouvelle donne. Alors, Pascal Boniface, on va démarrer avec vous pour parler, si vous le voulez bien, de ce basculement du monde. Vous travaillez en ce moment justement sur cette dimension entre les économies de l'Ouest, the West comme on dit, face au reste du monde, the West. Alors, quels sont finalement les résultats des études que vous avez menées? Est-ce qu'il s'agit d'un changement structurel ou alors pas forcément? Est-ce qu'il y a simplement une dimension un peu épisodique? Je crois que la réponse est quasiment dans ma question d'ailleurs. Bonjour à tous. Oui, il y a effectivement 3 grandes coupures géopolitiques. L'une assez récente mais fondamentale, la Russie est pour longtemps coupée du monde occidental. Et donc il n'y aura pas de relation normale entre le monde occidental et la Russie tant que Poutine ou son régime seront au pouvoir. La deuxième, elle est plus ancienne, mais elle s'affermit, c'est la fameuse rivalité entre la Chine et les États-Unis, le piège de Thucydide, la puissance montante qui vient contester la suprématie de la puissance dominante. Et la troisième, qui n'est pas tout à fait née avec la guerre en Ukraine, mais qui a été renforcée, stimulée par cette guerre, c'est effectivement cette coupure à laquelle vous avez fait allusion, The West versus the Rest, le monde occidental contre tous les autres. Alors, l'Occident, on peut le définir assez facilement, c'est les pays de l'OTAN, plus des pays qui sont culturellement asiatiques, mais stratégiquement occidentaux, Corée du Sud, Singapour, Japon, et bien sûr Australie, Nouvelle-Zélande. Le reste, c'est tous les autres, qui sont très divers d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le même agenda. On peut dire que tous les autres, ils ont un rejet commun, c'est la domination occidentale du monde, mais ils n'ont pas réellement un projet commun, parce que leur agenda est différent. En tous les cas, on voit bien que sur la guerre d'Ukraine, il y a 2 lectures fondamentalement différentes. Pour les pays occidentaux, c'est une guerre essentielle et qui ne prendra pas fin tant que l'Ukraine n'aura pas récupéré les territoires qu'elle a perdus. Pour tous les autres, c'est une guerre européenne qui doit prendre fin au plus vite, quelles que soient les questions territoriales.
Mais ces changements, du coup, ils sont plus structurels finalement qu'épisodiques. Il y a vraiment un changement de fond en ce moment. Il y a un changement de fond parce qu'effectivement, ce qui est refusé, c'est le fait que le dollar soit la monnaie internationale des échanges économiques. D'où la nouvelle banque pour le développement des BRICS qui se sont ouverts à 6 nouveaux pays, dont 2 pays assez importants pour le marché pétrolier, comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L'Iran est un peu différent. Et on voit bien que dans ce reste, il y a des pays qui sont frontalement en opposition avec le monde occidental, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. La Chine, on ne peut pas la mettre dans le même clan que la Russie parce que la Chine veut garder des contacts avec le monde occidental. Elle a besoin d'un accès au marché américain. Elle a besoin que les Américains achètent en Chine. Et donc, elle veut concilier les deux, mais elle tient en fait à prendre bientôt la première place mondiale au détriment des États-Unis. Et vous avez d'autres pays comme le Brésil ou l'Inde qui jouent sur les deux tableaux, qui veulent à la fois avoir des relations et avec la Russie et avec la Chine, mais également conserver des relations avec les Occidentaux. Narendra Modi a été l'invité d'honneur du 14 juillet à Paris. Il était interdit de séjour aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Il est aujourd'hui reçu comme un héros aux États-Unis. Et donc, ils ont un agenda, et c'est vrai que c'est un peu le résultat de la globalisation et de l'émergence. Les Occidentaux restent puissants, mais ils ont perdu depuis assez longtemps le monopole de la puissance. Et face à eux, il y a des pays qui disent « on a aussi notre mot à dire sur les questions internationales. L'Occident ne doit plus fixer l'agenda international comme il l'a fait pendant en fait 5 siècles, depuis la fin du XVe siècle. » Nicolas Bavret, donc vous, quel est votre regard finalement sur ce changement du monde, sachant qu'aujourd'hui on peut dire que la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la remontée des taux, tout ça modifie complètement, on va dire, la donne donc, au plan économique. Alors est-ce que la France s'en tire quand même pas trop mal, on peut dire, par rapport à l'Allemagne par exemple, hein, qui aujourd'hui est quand même un peu, on va dire, l'homme malade de l'Europe, l'Allemagne qui a été portée au pinacle pendant des années? Alors, peut-être d'abord, pour bien comprendre ce qui se passe, vous l'avez dit, l'histoire n'est pas linéaire, il y a des moments où elle bascule. Et c'est vrai que 2022, c'est une année de basculement de l'histoire, parce qu'on a l'enchevêtrement des crises. On l'a rappelé, il y a la guerre en Ukraine, mais il y a les conséquences toujours qui perdurent. Il y a eu le krach de 2008, il y a eu la pandémie, la guerre en Ukraine, il y a le réchauffement climatique qui accélère, et puis la révolution de l'intelligence artificielle. Donc ça nous donne un monde qui est un monde qui change beaucoup, avec le retour de la guerre, cette grande confrontation entre les empires autoritaires et puis les démocraties, avec cette reconfiguration en blocs, et on va en venir là, et dans les blocs, évidemment, celui qui nous intéresse, c'est l'Europe, et puis la fin du grand cycle de baisse de l'inflation et des taux d'intérêt. Donc c'est un monde où la géopolitique prime aujourd'hui sur l'économie, les États sur les marchés, le protectionnisme sur le libre-échange et la sécurité sur l'optimisation des chaînes de valeur. Et là-dedans, c'est vrai que, vous l'avez dit, l'Europe et la France sont en première ligne. Parce que, eh bien, c'est là, d'abord, il y a la guerre de haute intensité en Ukraine, une guerre hybride de la Russie contre l'Europe, parce que l'Europe prend de plein fouet la crise énergétique et alimentaire, et surtout parce que, c'est vrai aussi pour la France, parce qu'on découvre cette triple dépendance terrible, la dépendance à la Russie pour l'énergie, la dépendance à la Chine pour les biens essentiels, la dépendance aux États-Unis pour la technologie, pour l'armement et maintenant, aujourd'hui, pour l'énergie à travers le GNL. La France, contrairement à ce qui est dit, elle est évidemment directement touchée. Et pour moi, ce qui est spectaculaire, c'est que si vous regardez tous ces chocs qu'on a connus depuis 30 ou 40 ans, la seule manière de les gérer en France, ça a été l'augmentation de la dépense publique. Oui, et aujourd'hui, c'est qu'on est super endetté aujourd'hui. Oui, mais si vous voulez, quand on regarde la France aujourd'hui, je reviendrai d'un mot sur l'Allemagne, mais on a maintenant une démographie qui décroche, on a une croissance potentielle inférieure à 1%, on a un problème majeur le chômage continu et un problème d'intégration, et un État qui ne marche plus, 58% du PIB de dépenses publiques, l'éducation, la santé, la police, la justice, les transports ne marchent plus alors qu'on investit autant. Et par ailleurs, aujourd'hui, on le voit sur le plan diplomatique, eh bien, ça décroche. L'Allemagne a pris quand même le lead en Europe, et puis on est en train de se faire sortir d'Afrique. Donc, il y a un problème de modèle qui est le modèle de décroissance par
par la dette qui ne marche plus. Et c'est pour répondre à votre question, on n'est pas les seuls. La situation particulière de l'Europe, c'est qu'en réalité, tous les modèles aujourd'hui sont caducs. Le choix des Britanniques du Brexit, ça se traduit par un naufrage. Ils commencent à essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent en sortir. L'Allemagne, qui était le mercantilisme avec les empires autoritaires, c'est terminé aussi. Décroissance à crédit en France, ça ne marche plus. Le malthusianisme italien, il y a des poches qui sont très performantes en Italie, mais le pays est en train de se vider. Et je crois que la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que effectivement, les Allemands sont dans une situation très compliquée, mais pour moi, ils sont en avance sur nous parce qu'eux acceptent de se remettre en question. Si vous regardez les articles récents sur la crise du modèle allemand, le fait que les Allemands considèrent que l'avance de la France sur l'Allemagne, c'est juste des statistiques de très très court terme. En revanche, les Allemands sont en train de faire comme à la fin des années 90, ils se remettent en question. Et ça, c'est vraiment le point de départ pour reconstruire un modèle performant. Le drame de la France, c'est l'enfermement. C'est ce qu'on ne se remet pas assez en question, peut-être, justement. Exactement. Alors que, comme vous le dites, et c'est l'actualité, on est en train de se faire sortir d'Afrique. Hein, c'est vraiment, donc les éléments tout récents le prouvent, notamment du Niger. Oui, et vous voyez, c'est vraiment l'enfermement dans le déni. Enfin, quand on entend le président de la République expliquer que l'opération Barkhane a été un succès, c'est vrai que on est vraiment, on dit que le blanc c'est noir. Pascal Boniface, un mot juste là-dessus. C'est vrai qu'on a un vrai problème de décollage vis-à-vis de la réalité. C'est Orwell, vous savez, qui disait la liberté, c'est de pouvoir dire que 2 et 2 font 4. Dans notre pays, ça fait très longtemps qu'on explique que 2 et 2 font généralement 5 quand il s'agit de dépenses publiques. Et aujourd'hui, il y a un... voilà, on s'est installé quand même dans toute une série de mensonges qui rendent très difficile le fait de faire des réformes. Parce que dans tous les pays développés, beaucoup ont réussi à bouger. La base, c'est déjà d'avoir... de faire la vérité sur la situation d'un pays, d'essayer d'en débattre de manière civilisée et apaisée si possible, et puis ensuite d'avoir des projets de redressement, et puis un vote des électeurs. La France, depuis 40 ans, est enfermée dans le déni. Et ça, tant qu'on n'en sera pas sorti, on n'arrivera pas à redresser ce pays. Pascal Boniface, juste rapidement, puis je voudrais donner la parole bien sûr à Anaïs qu'on n'a pas encore entendu. Tout à fait d'accord avec Nicolas sur le déni. Quand dans votre métier, vous regardez les événements, les spécialistes et la gestion de patrimoine, c'est un métier compliqué. Il faut faire appel aux spécialistes. Là, sur l'Afrique, beaucoup de spécialistes de l'Afrique, dont je ne suis pas, disaient depuis longtemps qu'on allait dans le mur, qu'il fallait faire attention, et des gens ont dit attention au Niger, etc. Ça ne peut pas durer comme ça. On n'a pas écouté les gens qui lançaient les alertes. On s'est enfermé dans une position de principe, mais comme le disait Lénine, les faits ont la tête dure, et donc à partir du moment où un pays vous demande de partir, vous ne pouvez pas changer les dirigeants comme cela sans faire une intervention militaire qui aurait été encore plus catastrophique. Donc en fait, quand la situation est difficile, il faut mieux être réaliste. Il faut mieux être réaliste qu'être irénique, parce que le fait de ne pas avoir les difficultés ne conduit pas généralement à les surpasser. Au contraire, là, on est vraiment un peu dans l'Afrique francophone au fond du trou. Il faut tout revoir pour repartir d'un autre pied. Mais à continuer de dire que ça va s'arranger et qu'il fait beau alors qu'il pleut, on va plutôt aggraver les choses. Anaïs, justement, Anaïs Voigelis, on ne vous a pas encore entendu. Alors, si on parle justement de perte d'influence, on a aussi une perte d'indépendance, hein, notamment en matière énergétique, puisqu'on l'a déjà évoqué, on est très dépendant, on était très dépendant de la Russie. Bon, on essaie de trouver d'autres moyens maintenant de s'en sortir. Mais qu'est-ce que ça veut dire peut-être en termes de souveraineté, justement ? Oui, bonjour à tous. Donc, la France ne souffre pas qu'une dépendance énergétique, et la dépendance énergétique de la France, on peut peut-être la relativiser par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on a quand même une puissance nucléaire qui nous permet d'assurer un certain nombre de choses sur le point de vue énergétique. Bien entendu, après, sur le gaz, le pétrole et autres, nous sommes dépendants d'approvisionnement à l'étranger. Le problème est qu'aussi bien en termes de souveraineté énergétique, industrielle ou numérique, nous avons péché par un manque de vision et d'anticipation. C'est-à-dire que la situation que nous connaissons aujourd'hui, elle aurait pu être anticipée.
quand on se retrouve avec la crainte d'avoir des blackouts à l'hiver 2022-2023 dans un pays qui est présenté comme la 7e puissance mondiale, on peut se dire qu'il y a quand même un problème assez dramatique. Alors on peut dire c'est lié à des questions de maintenance, c'est lié à une guerre, etc. Mais c'est aussi lié à un manque de vision de ce que nous voulions construire pour assurer cette indépendance. Et je crois qu'on parlait de déni depuis 40 ans, mais en fait ça fait 40 ans que la France a arrêté d'avoir une vision stratégique de ce qu'elle voulait construire et donc de mettre en place les politiques publiques qui vont bien pour assurer cette indépendance, qu'on la veuille dans un domaine ou dans un autre, mais c'est aussi la soutenabilité d'un modèle, c'est tout ce qui va avec. Et on est en train de s'enfermer progressivement dans des querelles parce que ces questions ne sont pas résolues et nous n'arrivons pas à les traiter de manière saine. On ne sait pas, en termes énergétiques, la vision sur la sortie des EPR, elle n'est pas claire, même si hier, il y a eu les annonces sur le plan lié à la planification réalisée par Emmanuel Macron. On n'a pas de visibilité. Sur la question du gaz, alors on sait qu'on veut réduire ne plus utiliser de charbon, qu'on veut réduire notre dépendance des énergies fossiles, mais derrière, ça sous-entend d'avoir un plan d'action et qui peine à émerger. Ce qu'on a entendu hier, on l'avait déjà entendu à Belfort dans le cadre de l'annonce de France 2030, on l'avait certainement entendu avant, et puis on a des gens comme RTE qui nous disent ben voilà, il va falloir augmenter nos capacités de production en électricité si on veut atteindre nos paris en termes de transition énergétique. Et on se rend compte qu'il y a un décalage entre les besoins et la réalité qui est lié à une perte, à mon avis, du politique qui n'arrive pas à reconstruire la vision et en même temps qui s'enferme dans des mesures techniques mais qui ne sont pas suffisantes pour atteindre les buts poursuivis. Oui, vous en voulez aux politiques de ne pas finalement rendre compte régulièrement des actions qui sont menées tous les 6 mois devant les citoyens, de ne pas savoir vraiment où ils nous emmènent et de prendre des décisions parfois qui sont remises en question. On parlait du nucléaire, le nucléaire a quand même été fortement remis en question pendant des années et par des gouvernements de droite comme de gauche d'ailleurs. Et maintenant, voilà, ça revient, on va dire, sur le devant de la scène. Mais pour le coup, on a pris du retard quand même si on reste une puissance effectivement dans ce domaine. En réalité, le fait d'arrêter le nucléaire comme l'a fait l'Allemagne, alors on voit qu'en Allemagne, ça pose un certain nombre de questions, c'est un choix de société. Et moi, je n'ai pas de problème avec les choix de société si on s'assure d'avoir les alternatives suffisantes. Or, en l'occurrence, on voit bien que la France, en termes d'énergie renouvelable, que ce soit sur l'éolien, le photovoltaïque ou l'hydroélectrique, est en retard. En termes de développement, il y a des questions d'acceptabilité. Et quand on se dit rendre compte, le problème est que vous avez en France chaque année X rapports qui sortent. Je ne me suis jamais amusée à les compter, ça pourrait valoir le coup. Vous avez des rapports du Sénat, des rapports de l'Assemblée nationale, des rapports qui sont commandés par tel ministère. La conclusion de presque chaque rapport est il faut créer une nouvelle instance. Il faut créer un haut commissariat, si un haut commissariat, un machin, un secrétaire, tout ce que vous voulez. On est extrêmement prolifique en termes d'invention de nouvelles institutions. Or, premièrement, ces institutions en général, elles servent à rien. Alors, je ne veux pas me fâcher avec François Bayrou, mais le Haut Commissariat au Plan et le Conseil national à la refondation, on va le dire, sont des échecs. Mais en plus, ces instances qui sont en général sous contrôle du pouvoir exécutif et pas du pouvoir législatif, contribuent à donner le sentiment aux citoyens que les assemblées sont délégitimées dans leur pouvoir de contrôle et de décision sur les orientations qu'on doit prendre. Et donc, c'est très beau d'inventer plein de choses. J'ai rien contre ça, si ce n'est que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et que ce n'est pas efficace, et que ça ne permet pas d'associer suffisamment les citoyens à la prise de décision, et ce ne sont pas des organes qui finalement sont là pour penser le temps long et donner de cette visibilité qui permettrait finalement de sortir parfois du temps politique qui est extrêmement court en France, puisque tous les 5 ans, mais vous voyez, on est en 2023, on commence déjà à parler de ce qui va se passer en 2027, on est déjà en train de dire en 2027 ça va être un parti extrémiste, et donc on se rend complètement impuissant dans notre construction de politique publique. Et de la même manière, vous avez toute une partie du politique qui se rend impuissant en disant je ne peux pas agir puisque c'est l'Union européenne et ça doit passer par l'Union européenne. Et donc on a cette situation de stagnation qui est délétère dans une démocratie.
Nicolas Bavret, je vous voyais réagir, alors notamment par rapport à ce que nous dit Anaïs sur tous ces comités Théodule, et puis au-delà, donc par rapport à l'Europe qui devrait être un atout pour nous. Et là, c'est la deuxième partie donc, de notre débat, donc Europe atout, mais finalement parfois qui au contraire nous empêche peut-être d'agir comme on le voudrait, surtout que le paradigme face à l'Europe est en train de changer, c'est-à-dire on nous demande maintenant davantage de souveraineté, alors que cette Europe c'est un marché ouvert, peut-être parfois trop ouvert, par exemple par rapport à ce que font les États-Unis, qui ont de la préférence nationale, qui aident davantage leurs entreprises. Est-ce que nous, donc, on a un modèle à revoir par rapport à l'Europe qu'on a construite ? Alors, les deux choses sont vraies. C'est-à-dire que, d'abord, la situation actuelle d'affaissement de la France n'est pas liée à l'Europe ou à la mondialisation. Elle est liée vraiment à nos choix. Et c'est nous qui sommes responsables. Et comme il vient d'être dit, Jean-François Revel avait écrit un livre formidable qui s'appelait « L'absolutisme inefficace ». Et c'est vraiment ce que nous vivons, qui a été porté à l'extrême par l'actuel président de la République, c'est-à-dire un système totalement centralisé, avec le refus de toute forme de contre-pouvoir. Et ça donne le fait que le seul contre-pouvoir, ça finit par être la rue et la violence. Et c'est comme ça qu'on enchaîne les gilets jaunes, les manifestations violentes contre les retraites et puis les émeutes urbaines. Et ça, c'est vrai que là, on a une vraie exception française. Et cet absolutisme qui a donné ce que les gens ont beaucoup sous-estimé, c'est-à-dire que l'expansion illimitée de la dépense publique est aussi le fruit de ce qu'on appelle la monarchie républicaine. Ça, c'est un vrai problème et ça casse toute une partie des atouts français qu'on a et qui subsistent. Il nous reste du capital humain, on a de l'épargne, comme vous êtes les mieux placés pour le savoir. On a des pôles d'excellence encore dans le public, dans le privé. On a encore un système de défense qui tient à peu près, et puis on a surtout une civilisation, un mode de vie. Normalement, c'est un pays de cocagne où on peut faire de l'industrie, du tourisme, du service, absolument tout ce qu'on veut. Et on a des performances individuelles ou de certaines entreprises qui sont excellentes, mais on a un système politique et social qui s'effondre, et ça, c'est notre problème. Ensuite, le problème de l'Europe existe aussi. C'est-à-dire que quand on regarde l'Union européenne, après l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, on a construit cette construction sur le droit, le marché, la concurrence, pour contourner le stratégique et le politique. Et ce qui a été rappelé par Pascal Boniface tout à l'heure, c'est que, ce que j'ai aussi essayé de dire, c'est qu'aujourd'hui, le monde, il est géopolitique. Donc il faut convertir et basculer du droit et du marché. Évidemment, il ne faut pas supprimer l'état de droit, mais il faut intégrer la souveraineté et la sécurité. Et ça, c'est un changement de logiciel complet. Et il faut le faire d'autant plus que, et c'est compliqué parce que les visions sont différentes, il y a toute une partie de l'Europe qui pense que par ailleurs, ça va continuer à être assuré par les États-Unis, ce qui, je pense, est un pari extrêmement risqué. Donc cette conversion, si il faut être juste et il ne faut pas être entièrement négatif. En fait, on en a eu quand même des signes. Si vous regardez, par exemple, la mobilisation autour des vaccins, si on regarde ce qui a été fait sur le numérique, le problème sur le numérique, c'est qu'on n'est que sur la régulation et pas sur l'offre et l'innovation. Si on regarde l'aide à l'Ukraine, normalement, c'est complètement en dehors des compétences de l'Union. On a quand même mobilisé 62 milliards d'euros pour aider l'Ukraine. On a pris des sanctions contre la Russie qui sont très, très, très fortes. Donc, il y a des signaux de changement. Mais c'est vrai que la difficulté que nous avons, c'est que le monde change beaucoup plus vite. Et l'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, comme un peu dans les années 90, on voit que, faute d'être d'accord sur les objectifs politiques, en fait, le projet de l'Union, c'est l'élargissement. Et c'est déjà arrivé. Mais aujourd'hui, élargir, y compris jusqu'à l'Ukraine, ce qui veut quand même dire qu'il va y avoir une forme de garantie de sécurité donnée à l'Ukraine, élargir sans savoir vraiment ce qu'on veut faire et avec qui, c'est quand même un énorme risque que cette union, donc Madame von der Leyen l'a annoncé, une union qui serait une union à 35 à l'horizon 2030, mais qui serait gouvernée à la majorité qualifiée, il faut être clair, ça, ce sera
une Europe allemande, parce que seule l'Allemagne aura la capacité à obtenir une majorité de pays. Pour la France, c'est une Europe qui ne nous convient pas du tout, parce que la France a toujours eu une approche d'une Europe politique, stratégique et organisée autour de différents cercles, parce que ça permettait de faire vivre cette dimension politique. Donc voilà aujourd'hui ce grand enjeu qui est que vous voyez arriver l'élargissement comme remède, mais vous voyez, c'est par rapport à ce que je vous indiquais, c'est que l'élargissement va se faire parce qu'il y a une dynamique politique qui est inarrêtable. Le problème, c'est de savoir s'il va permettre cette conversion vers le stratégique et la sécurité et la souveraineté, ou au contraire, s'il fera de l'Europe simplement ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un grand marché qui reste quand même, qui est prospère, mais qui reste en fait l'objet de la rivalité entre les deux grands, et par ailleurs qui est soumis à des chocs, y compris migratoires, de plus en plus massifs, et donc soumis à des risques également de désintégration intérieure par la montée des populismes et des démocraties illibérales. Donc on le voit bien, donc la question, ça reste bien de la manière dont on peut conserver, enfin mettre en avant notre souveraineté nationale aujourd'hui, militaire, énergétique, tout en restant fidèle quand même à nos règles européennes. Et on voit bien la difficulté de le faire. Pascal Boniface. Oui, effectivement, en novembre 2019, dans un interview très remarqué dans The Economist, le président de la République avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique européenne, qui est l'objectif stratégique de la France, qui est en état de mort cérébrale. Parce que plus personne n'en veut en Europe, et tous les pays européens concluent de la guerre en Ukraine qu'il n'y a qu'un seul pays qui peut nous protéger contre la menace militaire russe, ce sont les États-Unis, et que donc il faut coller aux positions américaines. Si l'an prochain Donald Trump est élu président des États-Unis, il va y avoir des réveils difficiles. Parce qu'il va nous dire je ne veux plus vous voir, l'OTAN, je ne m'en occupe pas, etc. Et donc là, on est un peu aveuglé. Par ailleurs, je rejoins Nicolas sur l'élargissement. La réforme qui devait avoir lieu lorsque Schröder et Chirac étaient au pouvoir était de ramener à 9 commissaires le nombre de commissaires européens. On est passé à 28. C'est ingérable, maintenant 27. Et donc on a fait des élargissements un peu par obligation. Si demain l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, et je crains que par rapport à l'émotion qu'on ressent vis-à-vis des crimes de guerre, vis-à-vis des destructions, on n'y empêche pas. Bon vent pour l'agriculture française, bon vent pour les flots d'argent qui vont aller dans un pays quand même très largement corrompu. Et donc l'Europe, qui a été un tremplin pour la France, risque de devenir un piège, parce que la règle de la majorité, on sera minoritaire contre les Allemands. On ne sera plus vraiment maître de nos destins. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que des Européens convaincus, comme l'Institut Delors, comme Pascal Lamy, commencent à dire l'Union européenne n'est peut-être pas aussi avantageuse qu'auparavant pour la France. Claude Martin, qui a été 9 ans ambassadeur de France en Allemagne, germanophile, germanophone, dit que, alors que c'est le pays qu'il aime le plus, que finalement l'Allemagne a toujours joué son intérêt national, et que, alors qu'en France on parle de couple franco-allemand, en Allemagne on parle d'intérêt national allemand, et que sur le nucléaire ou sur d'autres domaines, et maintenant sur la défense, ça se fait au détriment de la France. Et pourtant lui, il aime l'Allemagne, donc il critique l'Allemagne alors qu'il l'adore. C'est vraiment le pays, qui est le pays de sa jeunesse, il connaît la langue, il est pétri de culture allemande, mais il dit, nous on a été naïfs parce qu'on a cru dans le couple franco-allemand, alors que l'Allemagne a toujours poursuivi son intérêt national, et qu'elle poursuit là-dessus. L'Allemagne va augmenter un fonds spécial de 100 milliards d'euros de dépenses militaires. C'est pour acheter les armes américaines, pas pour prévoir un programme d'armement européen. Donc il faut peut-être aussi, par rapport à la construction européenne, sortir de la naïveté. Ça a été un très grand avantage pour la France pendant très longtemps. Il faut voir maintenant si on y trouve toujours d'autres comptes, et si ce n'est pas le cas, non pas sortir de l'Union européenne, ce n'est pas la solution, mais peut-être de temps en temps, ne pas dire qu'il faut à tout prix rechercher la cohésion européenne si on doit renoncer à la spécificité française. Anaïs, vous-même, je vous ai entendu dire dans certaines interviews que vous vous sentiez plus européenne que française. Donc, vous disiez, nous, on est la génération Erasmus. C'est vraiment l'Europe est dans nos gènes. Aujourd'hui, donc, quel regard portez-vous sur cette alliance parfois difficile, justement, à conserver? Alors, je me sens autant européenne que française. J'ai une forme d'adoration pour la France, et finalement une confiance aussi dans le fait que ce pays pourra se redresser.
Mais je suis en effet la génération qui a grandi et qui a été baignée avec l'Europe, avec les bienfaits de l'Europe, le fait que l'Europe était partout, que c'était finalement notre destin commun, les programmes Erasmus. Et en fait, le sentiment que j'ai, l'Europe, elle est arrivée au milieu du gué. En fait, soit nous avons trop d'Europe. Si on veut faire une Europe à 35, nous avons trop d'Europe. Ça ne peut être qu'une zone de libre-échange et ça ne peut pas être une zone avec autant de réglementations et de contraintes que ce qu'on met. Soit nous n'avons pas assez d'Europe et donc il faut aller vers un système fédéraliste et ça semble compliqué de le faire même à 27. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'il ne faut pas être naïf sur ce qu'est l'Europe. On parle d'autonomie stratégique parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté européenne. La souveraineté européenne, je sais que certains y croient, mais ça n'existe pas. D'un point de vue juridique, il y a des souverainetés nationales, il n'y a pas de souveraineté européenne. L'État-nation reste bien le souverain puisqu'il a accepté de confier des compétences de manière exclusive à l'Union européenne, mais à tout moment, il peut décider de les récupérer en sortant de l'Union européenne. Et il n'y a pas de vision commune à l'échelle européenne. On le voit sur énormément de domaines, même si c'est vrai que la question du vaccin, la question de la guerre en Ukraine a amené des réponses assez rapides. Il n'y a pas de vision commune, il y a des rivalités avec des enjeux stratégiques différents. Quand on parle qui travaille beaucoup sur l'industrie, on voit bien que sur l'industrie, il y a une concurrence très forte entre les États membres, avec des États qui ne partent pas du même point de départ. C'est-à-dire qu'on regarde les niveaux d'endettement, les réserves financières. À partir du moment où l'Allemagne décidera de mettre un coup de collier, par exemple, pour aider ces entreprises industrielles qui sont en difficulté, à la fois en raison de la crise énergétique et du tassement de la demande en Chine, elle sera capable de remonter à un niveau beaucoup plus rapide au détriment de la France. Et quand on parle de réindustrialiser la France, alors qu'on sait qu'on a des surcapacités de production dans certains domaines à l'échelle européenne, on est obligé de questionner les équilibres commerciaux au sein de l'Europe. Et la dernière chose, c'est que un des meilleurs moyens de voir les différences de vues au sein de l'Union européenne, c'est de regarder les discours des commissaires européens. Quand vous regardez un Thierry Breton qui est sur le commerce extérieur, quand vous regardez ce que va dire Margaret Vestager sur la concurrence, quand vous regardez la DG Commerce, vous voyez que vous avez des visions totalement différentes de ce que doit être l'Europe. Et d'ailleurs, il y a un commissaire qui a très récemment sorti qu'il s'inquiétait des positions qu'était en train de prendre la Chine contre les entreprises européennes. Et le problème, c'est qu'à s'inquiéter, à réguler, à faire tout ce qu'on veut, on est en train de se faire dépasser. Nous avons l'Asie qui monte en puissance et qui a envie de devenir une puissance industrielle et asiatique. Il y a la Chine, mais il n'y a pas que la Chine en Asie, il y a de véritables ambitions. Il y a les États-Unis qui ont envie de rebâtir une base industrielle. Et ils ont fait l'Inflation Reduction Act, et on se focalise beaucoup sur les 400 milliards de l'inflation. Le fameux IRA, oui, où ils aident leurs entreprises. Voilà. Oui. Ils aident leurs entreprises. Mais il y a deux choses dans l'Inflation Reduction Act. Premièrement, c'est que c'est des montants équivalents à ce qu'on a en Europe, mais en Europe, on le dilue entre 27 États, c'est-à-dire si on cumule les aides entre les différents États, on arrive à un montant similaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a des clauses de localisation sur le pays de production. Donc pour bénéficier de certaines aides, il faut produire sur le territoire américain. Pour pouvoir vendre certains produits en Chine, il faut produire sur le territoire chinois. Et en Europe, on est encore en train de se dire « Ah, mais restons sur une concurrence libre et non faussée parce que c'est le modèle qui va finir par s'imposer. » Et il ne s'agit pas de promouvoir du protectionnisme, il s'agit juste de dire qu'au regard des tensions géopolitiques mondiales, il faut avoir le courage politique à un moment de rééquilibrer les rapports de force. Et je sais que ça va à l'encontre de ce qu'on a dit ces 30 dernières années. Juste un mot, Nicolas, vous vouliez compléter les propos d'Anaïs? Non, mais juste un mot pour prolonger ce qui a été dit, c'est que normalement, la solution à ce paradoxe entre le trop d'Europe et le pas assez d'Europe, c'est le projet français de l'Europe avec différents cercles ou à différentes vitesses. Parce que c'est ça qui permet d'une certaine manière, et qui permettrait d'avoir, y compris l'Ukraine, sans avoir une forme de garantie de sécurité qui aille jusque-là. De même, ça a été rappelé que dans ce monde de blocs, l'autonomie stratégique de l'Europe, dont on vient de parler en matière économique, face à l'IRA et face à la prise, la volonté de la Chine de prendre le leadership et le monopole, notamment de l'industrie de la transition écologique, c'est la bonne réponse. Le seul problème, c'est que
ce sont des thèmes qui sont portés par la diplomatie française depuis très longtemps et qu'aujourd'hui, on n'est plus crédible pour le faire. On n'est plus crédible pour le faire. Pourquoi ? Parce que notre dette publique est en réalité garantie par l'Allemagne. Et que c'est une fausse garantie, puisque le jour où il y aura un choc financier, l'Allemagne ne paiera pas, évidemment. Mais pour l'instant, c'est une garantie implicite qui permet de continuer la machine infernale des transferts sociaux en France. Donc on a, si vous voulez, cette difficulté et c'est orthogonal au projet allemand qui a été développé par Olaf Scholz à Prague et à Strasbourg. Donc aujourd'hui, la France défend des idées qui continuent à être plutôt raisonnables, mais elle est complètement marginalisée et elle n'est pas crédible. Alors parlons des nouveaux modèles, donc troisième partie de notre débat. Vous avez beaucoup travaillé, Anaïs, sur la réindustrialisation. On en parle énormément. Moi-même, j'ai fait beaucoup de reportages dans des entreprises sur le terrain en France et vous parliez de cette énergie des entrepreneurs et je crois qu'elle est vraie et vous-même qui les rencontrez, on peut le savoir. Il y a vraiment des gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'innover, qui ont envie de faire des choses en France. Et pourtant, à un moment donné, alors c'était est-ce que je vais en Chine ? Oh ben non. Après, est-ce que vous êtes en Chine? Alors, si je ne suis pas, je suis vraiment ridicule, Chine ou ailleurs d'ailleurs. Et puis maintenant, j'en reviens parce qu'on a vu à la faveur de la crise sanitaire, malheureusement grâce à la crise sanitaire, que voilà, ces productions nous rendaient trop dépendants. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de réindustrialisation? Est-ce qu'il faut parler de relocalisation, de localisation? Parce qu'on ne peut pas forcément ramener ce qui a été fait à l'étranger, mais il faut peut-être réinstaller notre outil industriel qu'on a laissé partir depuis 30-40 ans. Alors c'est vrai que la réindustrialisation, on en parle beaucoup. Je vais expliquer ce que c'est. Je vais expliquer aussi pourquoi je prends plutôt le terme de renaissance industrielle. Parce que derrière l'idée de réindustrialisation, il y a vraiment cette idée qu'on va refaire comme avant. Et en fait, en raison de gains de productivité, en raison d'évolution technologique, d'évolution sectorielle, le portrait industriel de la France, même si le poids de l'industrie augmente dans le PIB, ce qui sera le fait de réindustrialiser, c'est-à-dire qu'on augmente la part de l'industrie dans le PIB. Qui avait d'ailleurs alors on a drastiquement chuté. Oui, aujourd'hui on a 10,4% de PIB pour l'industrie manufacturière. L'Allemagne est aux alentours de 20%, l'Italie 15% et la moyenne européenne c'est 16%. Donc on est le pays le plus désindustrialisé d'Europe. On est au même niveau que la Grèce, sauf que la Grèce, dans les années 90, l'industrie, c'était 12 points de PIB, quand c'était 17 ou 18 en France. Et j'ai exclu le Luxembourg, parce que le Luxembourg n'a pas forcément vocation à redevenir une grande terre industrielle, pour les raisons que nous connaissons tous. C'est plutôt la finance. Par exemple. Ça me perturbe de parler du Luxembourg. Donc alors, vous parlez de réindustrialisation, voilà. Renaissance industrielle. Réindustrialisation, c'est le fait de augmenter le poids de l'industrie dans le PIB. Derrière ça, il y a plusieurs enjeux. Premièrement, c'est maintenir et développer le tissu productif existant. C'est-à-dire que c'est très heureux de se féliciter d'attirer beaucoup d'investissements directs étrangers. Si on détruit en parallèle autant d'emplois industriels et d'entreprises, on restera au même point. Alors certes, nous aurons des industries qui sont liées à la transition énergétique et écologique, mais nous serons encore plus dépendants des décisions d'acteurs étrangers. Mais donc, soutenir et développer le tissu productif existant, ça sous-entend d'avoir des carnets de commandes en conséquence. La deuxième chose, c'est localiser de nouvelles entreprises, soit par des investissements directs étrangers, donc on vient implanter des usines de batteries sur le territoire français, soit par le développement de start-up industrielles qui développent leurs produits en France, industrialisent et puis finissent par ouvrir de nouvelles usines. Et la dernière chose, qui sera le mouvement finalement minoritaire, c'est la relocalisation d'activités, soit dites stratégiques, comme on le voit dans le domaine de la santé, mais on voit que ça pose énormément de questions en France, parce qu'on a un domaine qui est très déréglementé et on a un prix d'achat du médicament et une question de rentabilité. Alors même si on peut questionner la répartition de la valeur entre les façonniers, ceux qui font les médicaments, entre les laboratoires qui sont plutôt sur l'activité de R&D et les différents intervenants dans la chaîne de valeur, mais il y a une vraie question de rentabilité économique pour ces activités stratégiques qu'on relocalise et peut-être aussi de nouveaux modèles à inventer. Et après, il y a aussi des entreprises qui décident de relocaliser leur activité en France
pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, pour des raisons de marque, c'est-à-dire de valoriser le fait de fabriquer en France, et bien d'autres choses. Aujourd'hui, on est dans une dynamique plutôt positive. On recrée de l'emploi industriel en France depuis 2017. Si j'exclus 2020 et 2021 qui étaient des années particulières, on ouvre plus de sites qu'on en ferme. Mais on a un niveau de productivité industrielle qui reste inférieur à celui d'avant-crise. Et donc, on est sur quelque chose d'extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'on a besoin de réindustrialiser pour des questions d'autonomie et de souveraineté, mais aussi par la capacité que l'industrie a de créer de l'emploi dans les territoires et aussi pour des questions environnementales. Et il y a deux éléments, pour moi, qui sont centraux dans la réindustrialisation, par-delà tous les montants d'aide publique, tout ce qu'on peut entendre. C'est premièrement, il faut une demande structurée et forte pour des produits fabriqués en France. C'est-à-dire, est-ce que le consommateur peut faire évoluer un peu ses stratégies d'achat pour s'approvisionner en France? Est-ce que les entreprises peuvent faire évoluer leur stratégie d'achat pour s'approvisionner en France? Est-ce que la commande publique peut être vertueuse? Et est-ce qu'on peut augmenter notre part à l'export? Et on sait qu'à l'export, on est beaucoup moins bon que des pays comme l'Allemagne et l'Italie. Et la deuxième chose, et je pense que c'est un public qui sera peut-être plus sensible aussi à ce sujet, c'est la question du financement de l'industrie. Si on veut que l'industrie se transforme, se modernise, affronte le pari de la transition énergétique, parce que quand on parle de décarbonation, alors la décarbonation, ce n'est pas exactement le même sujet selon que vous soyez un assemblier, donc vous avez des composants qui viennent de partout et vous assemblez. Là, votre bilan carbone va plutôt être chez vos fournisseurs. Que vous êtes si vous êtes un producteur de matières premières, un chimiste, un aciériste, producteur d'aluminium, où là, vous portez une grosse partie des émissions carbone. Mais le défi pour l'industrie est colossal et on a besoin d'acteurs du financement qui jouent leur rôle à toutes les étapes de la vie des entreprises, y compris pour les startups. On a encore un gros sujet sur la phase amorçage, industrialisation. Et pour ça, on a besoin que l'épargne des Français, ça va peut-être être mon moment politique, l'épargne française, alors je ne parlerai pas de fonds souverains parce qu'à chaque fois on se fait bolosser sur le sujet, excusez-moi pour ce terme qui n'est pas très français, mais on a besoin que les personnes qui gèrent les supports d'épargne français, notamment toute l'épargne salariale, fassent aussi le choix d'orienter ces financements soit vers des fonds qui sont spécialisés vers l'industrie, soit vers des supports qui soutiennent l'industrie. Alors je sais que vous allez me dire que les TRI sont moins bons que tout ce que vous voulez, et que c'est le temps long, mais entre 10 entreprises de la tech et une qui va faire le rendement et des entreprises industrielles qui seront moins rentables, mais qui ont l'assurance de survivre à peu près toutes, je suis sûre qu'on trouvera un point d'équilibre. Et on a besoin, l'industrie a vraiment besoin de capitaux. L'industrie, si je résume, parce que là je fais un monologue, pas réveillé. L'industrie, si on veut qu'elle survive en France, c'est un pays qui se met en mouvement derrière elle. S'il n'y a pas de croyance collective que l'industrie sert notre projet de société, alors les 54 milliards de France 2030, je peux vous le dire, c'est une liasse de billets qu'on a pris et qu'on a brûlé au détriment d'autres choses. Oui, il faut que l'industrie finalement perde sa mauvaise image. Donc on avait une image peut-être erronée de ce qu'est l'industrie. Puis vous parliez de la tech, alors on favorise peut-être les investissements dans la tech, mais la tech c'est beaucoup d'industrie aussi en réalité, parce qu'on parle du soft, mais en réalité il y a également des data centers, il y a énormément d'énergie qui est consommée, il y a des tas d'ingénierie qui est mise derrière. Vous voulez rajouter un truc là-dessus? Oui, en fait, tout ce qu'on pense du numérique repose bien sur des supports physiques qui eux-mêmes sont issus de procédés industriels. L'industrie, elle est partout dans notre quotidien. Le problème, c'est que l'industrie qui est partout dans notre quotidien, elle est assez rarement française, elle est parfois européenne et plus souvent asiatique. Alors, on parle de nouveaux modèles, justement, Nicolas Bavret. Et donc, ces nouveaux modèles, c'est peut-être toutes ces gigafactories qu'on est en train de mettre en place. On parle beaucoup de l'Europe des batteries. Il y a des projets aujourd'hui qui sont instaurés. Donc, est-ce que c'est vers ces projets qu'il faut qu'on s'oriente encore davantage? Je crois, mais la notion de modèle elle est intéressante parce que précisément, elle a une dimension systémique et elle demande de la cohérence entre l'action des pouvoirs publics, des entreprises et puis des citoyens comme consommateurs et puis comme producteurs. Quand on regarde l'histoire, on a deux reconstructions dans le XXe siècle. Celle de 1918 a été en partie manquée parce qu'elle a été plutôt dans la continuité de ce qui existait, avec simplement l'intégration des innovations de la Première Guerre mondiale, notamment sur toute la partie automobile. En revanche, la reconstruction de 1945,
parce que les destructions aussi avaient été beaucoup plus importantes. Celle de 1918 était très importante, mais localisée géographiquement. En 1945, on a reconstruit un nouveau modèle. Et c'est un modèle qui était une reconstruction industrielle, avec la priorité donnée à la production, mais qui s'inscrivait dans un changement de régulation, avec la mise en place de la régulation keynésienne, les nationalisations, la sécurité sociale, qui permettait de solvabiliser la demande. Et aujourd'hui, on est confronté à quelque chose de ce type. Et on peut en donner deux exemples. Paradoxalement, l'IRA aux États-Unis. L'IRA, c'est bien un nouveau partenariat entre les pouvoirs publics et l'industrie. Et derrière, il y a le projet de reconstruire la classe moyenne aux États-Unis. Donc, en fait, c'est très cohérent. Et puis, du côté de la Chine, on parlait tout à l'heure d'énergie, mais bon, comme vous l'avez vu, les Chinois, tout d'un coup, on découvre que c'est 40% du marché de la voiture électrique. Bon, ça ne s'est pas fait du tout en 6 mois. C'est le résultat de 2 décennies d'efforts. Et certes, les Chinois font de l'électricité avec du charbon, etc. Oui, mais avant d'avoir des véhicules électriques, y compris des scooters, les Chinois ont fait en sorte d'avoir de l'électricité en quantité suffisante et d'avoir des réseaux électriques qui étaient capables d'approvisionner cette flotte de véhicules. Aujourd'hui, en France et en Europe, c'est frappant. On a donné des objectifs donc, de sortie du véhicule thermique, mais personne ne s'est posé la question de savoir d'où venait l'électricité et quels étaient les réseaux qui allaient pouvoir approvisionner ces véhicules. Donc vous voyez, ces 2 exemples nous montrent comment il faudrait s'y prendre. D'abord, il faut une vision globale, et dans cette vision globale, évidemment, il y a la partie industrielle technologique, le fait de refaire de l'offre et de l'innovation, mais derrière, il y a aussi un modèle social à faire bouger. Il y a une classe moyenne à reconstruire dans nos pays, ce qui est le seul véritable antidote à la montée des extrémistes. Et puis, côté Chine, on prend les choses dans l'ordre. Et regardez, on parle des gigafactories, on parle des EPR. Mais c'est très bien, mais personne, là encore, quelles sont les études qui ont été faites sur les ingénieurs qu'il faut former, d'où viennent les ressources humaines. Aujourd'hui, si on veut faire le programme simplement des EPR, c'est la quasi-totalité des ingénieurs qu'on forme en France qui doivent aller chez EDF. Les gigafactories, très bien. Où sont les ouvriers? Où sont les techniciens? Comment est-ce qu'on les forme? On ne sait même pas les loger pour l'instant. Dans la région de Dunkerque, si ces 4 gigafactories sont effectivement créées, on ne sait même pas où loger les gens. Donc, tout ça, ça peut se régler. Mais il faut y penser. Et vous voyez, ce qui me frappe, on parlait des annonces sur la transition écologique, c'est qu'on en a toute une série, mais personne n'a fait le vrai travail qui est quelles sont les entreprises. Est-ce qu'on a des acteurs qui, si on les fait monter en gamme, pourraient s'occuper de ce genre de... prenons par exemple, récemment, on a parlé des pompes à chaleur. Très bien, on dit qu'on va faire 1 million de pompes à chaleur. Mais quelles sont les entreprises qui vont les produire? Avec quelles ressources humaines? A priori, ce sont les Chinois qui les produisent le mieux. Hein. C'est comme les voitures électriques. Pour l'instant, c'est 100% chinois. Donc nous, on arrête. Enfin, on devait arrêter le chaudière à gaz. Heureusement, on ne les arrête pas forcément tout de suite. Où sont les ressources humaines? Où sont les financements? Et où sont les entreprises? Parce que ce n'est pas l'État qui va les produire, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, c'est là où je crois qu'il faut vraiment... Et on peut utiliser, et franchement, normalement, culturellement, notre pays sait faire ça. Il faut vraiment nouer ce nouveau partenariat entre l'État, les entreprises et les citoyens, pas seulement pour de nouveau produire et innover. Alors, je vous avais promis que vous pourriez participer. Malheureusement, l'heure tourne. Donc, est-ce que vous avez quelques questions? Avant qu'on conclue cette table ronde, est-ce que vous voulez intervenir? Alors, je sais que la première question est toujours difficile à poser. Hein, donc, il y a des hôtesses avec des micros. Si vous voulez leur faire signe pour intervenir, pour dire un mot peut-être par rapport à vous, à vos métiers. Est-ce que vous avez des questions particulières donc, sur la finance durable, peut-être la finance verte, des choses qui sont plus au cœur de vos préoccupations? On a été vraiment trop consensuel.
Peut-être un peu trop. Ah, monsieur, voilà, il y a une main qui se lève en bas, ici, si vous voulez bien lui apporter un micro. Et puis, on va ensuite conclure, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres débats qui démarrent donc, à 11h. Alors, une question. Ah, pardon, madame. C'est pas grave. Excusez-moi. Alors, je voudrais d'abord faire un constat, c'est que je trouve quand même que le résultat donc, de vos discussions, c'est que j'en sors avec une idée très négative par rapport à la France, que c'est très difficile parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un pays qui est très divisé, on ne joue pas collectif. Et donc, quand il y a un problème particulier qui concerne tout le monde, donc tout le monde va dans tous les sens, on se critique, on s'autocritique, avant même de parler, on a déjà des critiques. Donc, voilà, ça me laisse rien augurer de bon pour l'avenir. Alors justement, c'était le thème de ma dernière question pour la conclusion, de dire, voilà, par rapport à tout ça, merci pour votre question, ça me permet de faire la transition. Est-ce qu'on a quand même des atouts en France pour, on va dire, reprendre le cap, finalement, pour redevenir un grand leader européen, notamment atouts géographiques, finalement, et puis atouts aussi, quand même, énergétiques? Pas seulement, on est quand même encore la 6e, 7e puissance mondiale, Conseil de sécurité, armes nucléaires, effectivement les atouts géographiques, les infrastructures qui sont bonnes, on attire du monde. Le tout, c'est d'avoir en fait une vision à long terme. Et je vous comprends, madame, effectivement, dire c'est des constats pessimistes, mais je crois que justement, il vaut mieux avoir des constats pessimistes, avoir le pessimisme de la lucidité pour avoir l'optimisme de la volonté, pour pouvoir rebondir, parce que c'est le moment de rebondir. On est sorti de la crise du Covid. Finalement, l'Europe s'en est pas mal sortie. Il y a eu un plan de relance qui a été positif. La guerre d'Ukraine est la deuxième mauvaise nouvelle qui vient complètement remettre à plat, notamment l'ADN stratégique de la France, qui est contact privilégié avec Moscou pour augmenter les marges de manœuvre et autonomie stratégique européenne. Mais la partie n'est pas terminée. Mais lorsque l'on fait des constats que vous trouvez pessimistes et que pour dire bon, la situation est quand même pas aussi excellente que cela, c'est justement pour analyser. Il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréel politique. Donc, il faut vraiment partir des réalités pour pouvoir les améliorer. Et là, je crois qu'il est de notre devoir d'analyste que si les choses vont mal, de le dire, plutôt que de dire tout va très bien. Si on prend l'exemple spécifique de l'Afrique, les signaux d'alarme avaient été tirés depuis déjà 2-3 ans, ils n'ont pas été écoutés et voilà. Et effectivement, je me rappelle qu'un ministre des Affaires étrangères parlait des experts autoproclamés qui disaient qu'il y avait des difficultés en Afrique. Elles sont arrivées, donc il vaut mieux partir des réalités pour améliorer les choses. Anaïs, Nicolas, un mot de conclusion et notamment de réponse à madame. Alors oui, ça peut paraître pessimiste, mais je pense qu'il faut être réaliste. Et c'est peut-être aussi un appel à l'action. C'est-à-dire, on fait tous des constats que les choses ne vont pas, mais nous avons tous les moyens d'agir à notre échelle. Nous avons les moyens d'agir par les métiers que nous faisons, par les choix que nous faisons, par les engagements que nous pouvons prendre. Alors, engagement, ce n'est pas forcément politique. Et que je crois fondamentalement que si on veut que la France réussisse et se transforme, ça sera notre capacité à dépasser nos clivages. Et pour dépasser les clivages, il ne faut pas laisser le débat et l'espace d'expression à ceux qui aiment cliver, mais le réinvestir pour donner la place à ceux qui ont envie de construire. Et je crois qu'il y a énormément de gens qui ont envie de construire en France parce qu'ils sont attachés à leur pays, parce qu'ils pensent que c'est possible et que c'est là une voie de salut. Donc ne nous laissons pas gagner par le pessimisme, mais plutôt saisissons-nous des grands enjeux que nous avons actuellement pour prendre la parole et agir dans l'intérêt de tous. Nicolas Bavray. D'un mot. D'abord, ces grands chocs, ils touchent toutes les démocraties. Vous avez parlé de division à juste titre, mais regardez les États-Unis, c'est un pays qui est en quasi-guerre civile, et donc le degré de polarisation et d'affrontement est tel qu'on ne peut plus parler de politique dans une famille américaine, parce que les gens basculent dans la détestation réciproque. Donc nous ne sommes pas les seuls à avoir ces difficultés. Là où il y a une exception française, c'est que d'abord, nos problèmes durent depuis 40 ans et qu'on n'a pas réussi à les régler. Et puis, c'est cette monarchie présidentielle qui fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir et que ça se joue entre l'homme ou la femme providentielle
et puis les citoyens, et qu'on n'a pas grand-chose entre les deux. En réalité, on a beaucoup de choses, parce que la société civile, elle existe, mais il faut lui rendre la main. Et donc, pour moi, il n'y a pas du tout de pessimisme à avoir. Je crois qu'on peut tout à fait faire repartir la France, que par certains côtés, cette nouvelle donne qui est beaucoup plus politique et géopolitique correspond mieux à ce qu'est un peu la tradition historique de notre pays. Mais il faut simplement, ce que je disais, premièrement qu'on sorte du déni et qu'on passe à l'action pour régler nos problèmes. Et vous savez, c'est Raymond Aron qui disait « Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à la condition qu'elles le veuillent ». Et pour la France, c'est la même chose. On l'a dit, les atouts sont formidables. Je pense que, d'ailleurs, c'est partagé par nous tous. Je crois que nous croyons tous à la possibilité de redressement de la France. Il faut simplement que les Français le veuillent. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci, on peut les applaudir. Et merci à vous pour votre attention et bonne continuation, donc bon démarrage pour ce salon Patrimonia.